Il y a quelque chose que Carl Jung a observé chez des centaines de patients au cours de sa longue et riche carrière clinique. Quelque chose qu'il considérait comme l'un des phénomènes psychologiques les plus troublants, les plus perturbateurs qui soient. Et il ne s'agissait pas d'un trouble mental rare. Non, ce n'était pas quelque chose qui n'affectait que les personnes fragiles ou naïves. Absolument pas. C'était quelque chose que des personnes intelligentes, des personnes compétentes, des personnes qui réussissent, faisaient tous les jours, sans même s'en rendre compte. Défendre l'indéfendable, justifier l'injustifiable, fabriquer des excuses sophistiquées pour des comportements qui, si elles les voyaient chez un parfait inconnu, seraient immédiatement reconnus comme abusifs, manipulateurs, ou tout simplement inacceptables. Mais quand cela vient de quelqu'un de proche, le cerveau, votre cerveau, fait quelque chose d'extraordinaire. Il construit, il érige un château de justification tellement solide que la victime finit par défendre son propre bourreau. Si jamais vous vous êtes surpris à prononcer des phrases comme « mais au fond, c'est une bonne personne » ou « c'est qu'il a eu une enfance difficile » ou encore « il n'est pas toujours comme ça » pour défendre quelqu'un qui vous faisait du mal. Alors, ce qui va suivre pourrait changer fondamentalement votre façon de voir ces relations, parce que Jung n'a pas seulement identifié ce schéma, il a découvert le mécanisme exact qui le produit. Et plus important encore, il a trouvé le moyen de le briser, de le démonter. Mais avant de vous révéler les signes qui indiquent que ce mécanisme est à l'œuvre en vous, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial sur le fonctionnement de votre esprit. Lorsque vous êtes proche d'une personne toxique, le cerveau humain est conçu pour survivre, pas pour voir la vérité. Cette distinction est fondamentale. Lorsque vous vous engagez intimement avec quelqu'un qui vous blesse, votre cerveau est confronté à un dilemme impossible. D'un côté, la douleur est réelle. Les manques de respect sont réels. L'abus, quelle que soit sa forme, est réel. Mais de l'autre côté, accepter cette réalité impliquerait quelque chose de dévastateur. Cela impliquerait d'admettre que quelqu'un que vous aimez vous fait du mal. Cela impliquerait de remettre en question toutes les décisions qui vous ont mené jusqu'ici. Cela impliquerait de reconnaître que vous avez toléré l'intolérable. Et votre cerveau, dans son infinie sagesse orientée vers la survie, décide qu'il est plus facile de distordre la réalité que de l'affronter. Jung a appelé cela la rationalisation défensive. C'est le processus par lequel l'esprit crée des explications apparemment logiques pour des comportements qui, en réalité, n'ont aucune explication acceptable. Et voici la partie perturbante. Plus vous êtes intelligent, plus vous êtes doué pour ça. Les personnes ayant la plus grande capacité intellectuelle construisent des justifications plus élaborées, plus convaincantes, plus difficiles à démonter. Elles utilisent leur intelligence contre elles-mêmes. Maintenant, le premier signe que ce mécanisme est à l'œuvre en vous est quelque chose que Jung a appelé l'exception au schéma. Voici comment cela fonctionne. Quand quelqu'un vous traite mal de manière répétée, votre esprit cherche désespérément des exceptions. Cette fois où il a été gentil, ce moment où il a montré de la vulnérabilité, ce jour où tout semblait aller bien, et vous utilisez ensuite ces exceptions pour nier le schéma, le patron. C'est ce qui vous fait dire des choses comme « mais quand elle est de bonne humeur, c'est merveilleux » ou « hier, elle a été très affectueux, ça prouve elle peut changer ». Jung observait cela constamment chez ses patients. Des personnes qui pouvaient décrire avec une précision chirurgicale des centaines d'épisodes de mauvais traitements, mais qui s'accrochaient à 3 ou 4 bons moments. Comme s'il s'agissait de la preuve que le problème n'était pas si grave. Il l'expliquait avec un concept qui peut vous paraître étrange au début, mais qui,
une fois que vous le comprenez, change tout. L'inflation de l'objet. En termes jungiens, quand vous aimez quelqu'un et que vous avez besoin que cette personne soit bonne, votre inconscient l'inflaté. La rend plus grand, plus important, plus précieux, que ce qu'il, elle, n'est réellement. Et toute preuve qui contredit cette image gonflée est automatiquement rejetée ou minimisée. C'est pourquoi une seule preuve de gentillesse peut effacer des semaines de mauvais traitements dans votre perception, non pas parce que vous êtes stupide, mais parce que votre inconscient protège l'investissement émotionnel que vous avez fait dans cette personne. Le deuxième signe est plus subtil, mais tout aussi destructeur. Jung l'a décrit comme la contextualisation excessive. Cela se manifeste quand vous commencez à créer des histoires élaborées pour expliquer le comportement nuisible de quelqu'un. Il, elle, a eu une enfance terrible. C'est pour ça qu'il, elle, est comme ça. Il, elle, est très stressé au travail. Son ex l'a beaucoup blessé, Et c'est pourquoi il, elle a du mal à faire confiance. Sa famille ne lui a jamais appris à exprimer ses émotions. Chacune de ces explications peut être vraie. Le problème n'est pas l'explication en elle-même. Le problème, c'est ce que vous en faites. Vous utilisez le contexte comme une exculpation totale, comme si comprendre pourquoi quelqu'un vous fait du mal rendait automatiquement le mal acceptable. Jung était très clair à ce sujet. Comprendre l'origine d'un comportement ne le justifie pas et ne le rend pas tolérable. Il y a des millions de personnes qui ont eu des enfances terribles et qui n'abusent pas de ceux qu'elles aiment. Il y a des millions de personnes stressées qui ne manipulent pas leur conjoint. Le contexte explique, il n'excuse pas. Mais quand ce mécanisme est actif en vous, votre esprit efface cette distinction cruciale. Le troisième signe est l'un des plus douloureux à reconnaître. Jung l'a appelé la comparaison descendante. Cela se produit quand vous commencez à comparer le mauvais traitement que vous recevez avec des situations pires. Au moins, il, elle ne me frappe pas. Au moins, il, elle ne me trompe pas avec tout le monde. Au moins, il, elle me donne de l'argent pour la maison. Au moins, il, elle ne crie pas devant les enfants. Ce type de comparaison remplit une fonction psychologique très spécifique. Il vous permet de minimiser ce que vous vivez, pour le rendre supportable. Mais voici le piège. Le fait qu'il existe des formes pires de mauvais traitement ne transforme pas votre mauvais traitement en quelque chose d'acceptable. Que quelqu'un ne vous frappe pas physiquement ne signifie pas que l'abus émotionnel que vous subissez est tolérable. Jung a observé que les personnes piégées dans des relations toxiques développent une sorte d'échelle interne de souffrance, où seules les formes les plus extrêmes d'abus comptent comme réelles. Tout le reste est relativisé, jusqu'à disparaître. Mais Jung a averti de quelque chose d'autre. Il y a un quatrième signe qui est particulièrement dangereux, parce qu'il ne ressemble pas du tout à une justification. Il l'a appelé l'intériorisation de la culpabilité. C'est quand vous commencez à croire que le mauvais traitement est, d'une manière ou d'une autre, votre responsabilité. Si j'étais plus patient, il, elle ne se mettrait pas autant en colère. Si je n'avais pas dit ça, il, elle n'aurait pas réagi comme ça. Je l'ai provoqué, J'ai fait ressortir le pire de lui, elle. C'est peut-être le signe le plus destructeur, parce qu'il transforme la victime en responsable du comportement de l'agresseur. Jung a expliqué que ce mécanisme découle de quelque chose de profondément humain, le désir de contrôle. Pensez-y de cette façon. Si le mauvais traitement est de votre faute, alors vous avez le pouvoir de le changer. Vous avez juste besoin d'être meilleur, de faire plus d'efforts, de ne pas faire d'erreurs. La situation est sous votre contrôle, mais si la maltraitance est de la responsabilité de l'autre personne, si elle vient de quelque chose en elle que vous ne pouvez pas changer, alors vous êtes piégé. Il n'y a rien que vous puissiez faire.
La seule option serait de partir. Et cette pensée est si terrifiante pour beaucoup de gens qu'ils préfèrent porter une culpabilité qui ne leur appartient pas, plutôt que d'accepter qu'ils n'ont aucun contrôle sur la situation. Carl Jung a vu ça encore et encore. Des personnes brillantes, compétentes et qui réussissent dans d'autres domaines de leur vie, convaincues que si seulement elles trouvaient la formule magique, si seulement elles étaient suffisamment bonnes, elles pourraient faire en sorte que quelqu'un les traite bien. C'est une illusion. Mais c'est une illusion avec laquelle l'ego préfère vivre. Plutôt que d'affronter l'impuissance, la cinquième signal a à voir avec quelque chose que Jung a appelé le complexe du sauveur. C'est quand vous justifiez de rester dans une relation toxique, parce que vous croyez que votre présence est nécessaire au bien-être de l'autre personne. Sans moi, elle s'effondrerait. Personne ne la comprend comme moi. Si je la quitte, je ne sais pas ce elle ferait. Elle a besoin de moi. Ce mécanisme est particulièrement courant chez les personnes qui ont grandi en se sentant responsables des émotions des autres, qui ont appris dès l'enfance que leur valeur dépendait de combien elles pouvaient soigner, protéger ou secourir ceux qui les entouraient. Imaginez Sophie, toujours à l'écoute des problèmes de sa mère, ou Antoine, qui se sent coupable quand son frère est triste. Jung a averti que le complexe du sauveur est l'une des prisons psychologiques les plus difficiles à fuir, parce qu'il se déguise en vertu. Il vous fait sentir noble, généreux, loyal. Il vous fait sentir qu'abandonner quelqu'un qui vous nuit serait un acte de lâcheté ou d'égoïsme. Mais Jung était brutal dans son honnêteté à ce sujet. Personne ne peut sauver qui ne veut pas être sauvé. Et sacrifier votre bien-être pour quelqu'un qui vous nuit activement n'est pas de l'amour. C'est de l'autodestruction déguisée en dévotion. Maintenant, il y a un sixième signal qui est rarement mentionné, mais que Jung considérait comme fondamental. Il l'a appelé la peur de la dissolution de l'identité. Cela se produit lorsque vous avez passé tellement de temps dans une relation toxique que vous ne savez plus qui vous êtes en dehors de celle-ci. Votre identité s'est fusionnée avec le rôle que vous jouez. Vous êtes la partenaire de. Vous êtes celle qui prend soin de. Vous êtes celle qui tolère. Et la question de savoir qui vous seriez si vous partiez devient terrifiante, parce que vous n'avez sincèrement pas de réponse. Alors vous justifiez de rester, non pas parce que la relation est bonne, mais parce que le vide de ne pas l'avoir semble pire que la douleur de la maintenir. Jung a décrit cela comme une perte du centre du soi. Quand vous permettez à une autre personne, surtout une toxique, de définir votre réalité pendant trop longtemps, vous perdez le contact avec votre propre autorité intérieure, vous ne faites plus confiance à vos perceptions. Vous ne savez plus ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Vous ne vous souvenez plus de ce qu'était votre vie avant cette relation. Et dans cet état de confusion, les justifications fleurissent parce qu'elles sont la seule chose qui vous donne un récit cohérent au milieu du chaos. C'est comme construire un château de cartes sur des fondations branlantes. Si vous avez reconnu l'un de ces signaux en vous-même, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas coupable. Ces mécanismes sont des réponses automatiques de l'inconscient, conçus pour vous protéger d'une douleur qu'il perçoit comme intolérable. Ce sont des stratégies de survie, pas des défauts de caractère. Mais voici le paradoxe que Jung a identifié. Ce qui vous protège à court terme vous détruit à long terme. Les justifications vous permettent de survivre un jour de plus dans une situation insoutenable. Mais chaque jour que vous restez, votre sentiment de vous-même s'érode un peu plus. Votre énergie vitale se draine. Votre capacité à voir clairement se détériore. C'est comme prendre un calmant pour un os cassé. La douleur disparaît temporairement, mais l'os reste fracturé. Et chaque jour que vous marchez dessus sans le soigner, les dommages se font plus profonds. Alors,
Que faire lorsque vous reconnaissez que ces mécanismes opèrent en vous? Jung a proposé plusieurs techniques qui restent valables près d'un siècle plus tard. La première est ce qu'il a appelé la confrontation avec la preuve. Elle consiste à écrire, sans éditer ni justifier, tous les comportements dommageables que vous avez vécus. Date, description concrète. Ce qui s'est passé exactement. Ensuite, vous lisez cette liste comme si c'était l'expérience de quelqu'un que vous aimez profondément. Votre enfant, votre meilleur ami, votre sœur. Pensez à Léa racontant à sa meilleure amie les disputes constantes avec son mari. Et vous vous demandez, si quelqu'un que j'aime me racontait ça, que lui dirais-je? Cette technique fonctionne parce qu'elle active une partie différente du cerveau. La partie qui protège les autres. Pas la partie qui justifie votre propre souffrance. La deuxième technique, Jung l'a appelée le témoin externe. Elle consiste à parler avec quelqu'un de confiance, qui n'est pas émotionnellement impliqué dans la situation, et non pas pour qu'il vous dise quoi faire, mais pour vous écouter raconter votre histoire à voix haute. Jung a découvert que beaucoup de gens ne sont pas conscients de la gravité de leur situation, jusqu'à ce qu'ils l'entendent sortir de leur propre bouche. Les justifications qui semblent solides dans le silence de votre esprit s'effondrent lorsque vous devez les articuler devant un autre être humain. La troisième technique est plus confrontante, mais extraordinairement efficace. Jung l'a appelée la question du futur. Elle consiste à vous imaginer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, si rien ne change, si la relation continue exactement comme elle est, si les schémas se répètent indéfiniment, et vous vous demandez « Pourrais-je vivre avec cette version de ma vie? Serais-je fier de moi? Ou regretterais-je profondément de ne pas avoir agi quand je le pouvais encore ?» Cette question fonctionne parce qu'elle vous sort du présent immédiat, où les justifications sont plus fortes et vous oblige à voir l'arc complet de votre vie. Et enfin, Jung a proposé quelque chose qui peut sembler simple, mais qui est profondément transformateur. La tolérance de la douleur de voir, parce qu'au fond, ce que toutes ces justifications font, c'est vous protéger de voir quelque chose qui fait trop mal, que quelqu'un que vous aimez vous maltraite, qu'une relation dans laquelle vous avez investi des années ne vous donne pas ce que vous méritez, que la personne qui a promis de vous aimer n'agit pas comme quelqu'un qui vous aime. Voir ça fait mal. Ça fait profondément mal. Et il est compréhensible que votre esprit cherche n'importe quel moyen d'éviter cette douleur. Mais Jung était clair. La douleur de voir est finie. Elle a un début et une fin. Vous la traversez et vous finissez par en sortir. Mais la douleur de ne pas voir, de rester dans l'illusion, est infinie. Elle se perpétue jour après jour, année après année, consumant votre vie goutte à goutte. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce contenu révèle quelque chose que vous aviez besoin de voir, je veux vous demander quelque chose. Ce genre de vidéo n'est pas facile à faire. Elle nécessite une recherche approfondie, une honnêteté inconfortable et la volonté de dire des choses que beaucoup de gens préféreraient ne pas entendre. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est votre façon de dire que ce travail compte, qu'il y a des personnes prêtes à voir la vérité même si elle fait mal, et que vous voulez que nous continuions à révéler ce que d'autres préfèrent cacher. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose d'important, pensez à l'exprimer de cette manière. Mais au-delà du soutien, il y a quelque chose de plus important que je veux vous laisser. Jung a observé un phénomène fascinant chez les patients qui réussissaient finalement à briser le schéma de justification. Au début, ils ressentaient de la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir vu avant. La culpabilité d'avoir toléré si longtemps. La culpabilité d'avoir défendu celui ou celle qui leur faisait du mal, mais avec le temps, cette culpabilité se transformait en quelque chose de différent. Elle se transformait en compassion envers eux-mêmes, parce qu'ils comprenaient qu'ils n'avaient pas agi par faiblesse, mais par survie, que leur esprit avait fait ce qu'il savait faire,
pour les protéger d'une douleur qui semblait insupportable. Et avec cette compassion venait une clarté nouvelle. La capacité de voir les relations telles qu'elles sont, et non comme il souhaite qu'elles soient. La capacité d'établir des limites basées sur des faits, et non sur des espoirs. La capacité de protéger leur énergie vitale, au lieu de la gaspiller avec des personnes qui ne la méritent pas. Jung avait une phrase qui résume parfaitement tout cela. Il disait que tant que vous ne rendez pas conscient ce qui est inconscient, ce dernier dirigera votre vie. Et vous appellerez cela le destin. Les justifications sont exactement cela. Des forces inconscientes qui dirigent votre vie vers des endroits où vous n'avez pas choisi d'être, qui vous maintiennent dans des situations que vous rejetteriez consciemment. Mais au moment où vous les voyez, au moment où vous reconnaissez le mécanisme opérant en vous, quelque chose change. Vous n'êtes plus la victime aveugle de votre propre inconscient. Vous êtes quelqu'un avec la capacité de choisir. Et cette capacité, cette liberté de voir et d'agir en se basant sur la vérité est probablement le cadeau le plus précieux que la psychologie de Jung puisse vous offrir. Il y a quelque chose d'autre que Jung a découvert et qui est rarement mentionné. Les personnes qui réussissent finalement à sortir de relations toxiques passent souvent par une phase que Jung appelait la crise de la reconnaissance. C'est ce moment où toutes les justifications s'effondrent simultanément, quand la réalité que vous avez évitée vous frappe avec une force accablante. Elle peut être déclenchée par quelque chose de petit, une phrase que vous entendez, une situation à laquelle vous assistez, une question que quelqu'un vous pose, et soudain, le voile tombe. Vous voyez avec une clarté méridionale ce que vous avez toléré. Et la question qui émerge n'est pas « Pourquoi me traite-t-il, elle, ainsi ?» Mais pourquoi l'ai-je permis pendant si longtemps? Cette question fait mal. Elle fait profondément mal. Mais Jung la considérait comme le début de la guérison, parce que tant que vous n'affrontez pas la réalité de votre participation dans la dynamique, vous ne pouvez pas la changer, pas à partir de la culpabilité, pas à partir de l'auto-flagellation, mais à partir de la compréhension honnête de la façon dont ces mécanismes ont fonctionné en vous. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous n'êtes pas responsable du fait que quelqu'un vous ait maltraité. C'est entièrement la responsabilité de celui ou celle qui a choisi de se comporter de cette manière. Mais vous êtes responsable de ce que vous faites avec cette information maintenant que vous la possédez. Vous pouvez suivre le schéma automatique. Les justifications viendront. Le cerveau sait comment les produire. Ou vous pouvez faire quelque chose de différent. Vous pouvez choisir consciemment de ne pas alimenter les justifications. Vous pouvez choisir de voir la réalité même si elle fait mal. Vous pouvez choisir d'agir en vous basant sur des faits et non sur des espoirs. Jung a décrit ce processus comme l'intégration de l'ombre. Dans le contexte des relations toxiques, votre ombre contient toutes les vérités que vous ne voulez pas voir, tous les souvenirs que vous minimisez, tous les signaux d'alerte que vous avez ignorés. Intégrer l'ombre signifie amener cette information à la conscience, non pas pour vous torturer avec elle, mais pour l'utiliser comme une boussole, parce que votre inconscient sait la vérité. Il l'a toujours su. Les justifications sont simplement le mur que vous construisez pour ne pas l'écouter. Et chaque fois que vous abattez un morceau de ce mur, chaque fois que vous permettez qu'une vérité inconfortable atteigne votre conscience, vous devenez un peu plus libre. Ce n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours où les justifications reviendront avec force. Des jours où vous vous surprendrez à défendre l'indéfendable encore une fois. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que ces schémas sont profonds, qu'ils sont installés depuis des années ou des décennies. Qu'ils ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais à chaque moment de clarté, à chaque instant où vous choisissez de voir, au lieu de rationaliser, le schéma s'affaiblit un peu plus. Jung avait une autre observation fascinante.
Les personnes qui brisent finalement le cycle de justification expérimentent souvent quelque chose que Jung appelait la récupération de l'instinct. Pendant des années, leur instinct leur disait que quelque chose n'allait pas, que cette personne n'était pas sûre, que cette relation était nuisible, mais ils le réduisaient au silence avec des justifications. Quand les justifications tombent, l'instinct revient, et avec lui, une sensation que beaucoup décrivent comme revenir à la maison à l'intérieur de soi-même, parce que l'instinct fait partie de votre nature. C'est votre système de protection primaire, et quand vous le récupérez, quand vous recommencez à l'écouter, tout change. Vous n'avez plus besoin que les autres vous disent si une situation est acceptable ou non. Votre corps le sait, votre intuition le sait. Et finalement, vous faites confiance à cette connaissance. C'est ce que Jung voulait pour ses patients. Pas qu'ils dépendent de lui pour savoir ce qui était réel et ce qui ne l'était pas, mais qu'ils récupèrent leur propre autorité intérieure. Qu'ils apprennent à faire confiance à leur perception. Qu'ils cessent d'avoir besoin de la validation externe pour savoir ce qu'ils savaient déjà au fond. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce contenu révèle quelque chose que vous aviez besoin de voir, je veux vous demander quelque chose. Ce type de vidéo n'est pas facile à faire. Elle nécessite une recherche approfondie, une honnêteté inconfortable et la volonté de dire des choses que beaucoup de personnes préféreraient ne pas entendre. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier, c'est votre façon de dire que ce travail compte, qu'il y a des personnes disposées à voir la vérité même si elle fait mal, et que vous voulez que nous continuions à révéler ce que d'autres préfèrent cacher. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose d'important, pensez à l'exprimer de cette manière. Mais il y a quelque chose d'autre que je veux vous laisser avant de terminer. Jung a passé des décennies à étudier les schémas de la psyché humaine, et l'une de ses conclusions les plus importantes a été celle-ci. La souffrance que nous essayons d'éviter à tout prix est souvent le portail vers notre transformation. Les justifications sont des tentatives d'éviter la souffrance de voir. Mais cette souffrance, quand vous la traversez finalement, ne vous détruit pas. Elle vous libère. Elle vous libère de relations qui vous drainaient, de personnes qui vous utilisaient, de dynamiques qui vous maintenaient petit, et dans cet espace qui reste, dans ce vide que laisse la relation toxique quand vous la lâchez finalement, quelque chose de nouveau peut croître. Une relation avec vous-même basée sur le respect, une capacité d'établir des limites claires, une confiance en ta propre perception que personne ne peut enlever. C'est ce qui t'attend de l'autre côté de la douleur, de voir la vérité en face. Ce n'est pas facile d'y arriver, je ne vais pas te mentir. C'est un chemin difficile, mais c'est possible. Des milliers de personnes l'ont fait avant toi. Et la psychologie de Jung nous donne la carte, le chemin à suivre. Je veux partager une dernière réflexion que Jung a écrite vers la fin de sa vie, une pensée puissante et révélatrice. Il disait que la plupart des gens ne veulent pas la liberté, ils veulent la sécurité, même si cette sécurité est une prison. Une prison dorée, les justifications sont exactement cela, une forme de sécurité psychologique. Elles te donnent une narration cohérente, un récit qui semble logico. Elles te donnent une raison de rester, de persister. Elles te donnent l'illusion que tout est sous contrôle, que tu maîtrises la situation. Mais cette sécurité a un coût, un prix élevé. Le coût, c'est ta vitalité, ton énergie, ton authenticité, ta vraie nature, ta capacité de vivre pleinement, de respirer à plein poumon. Chaque jour que tu passes à justifier l'injustifiable, une partie de toi s'éteint, s'atrophie. La partie qui sait la vérité, au fond de ton cœur. La partie qui mérite d'être traitée avec dignité, avec respect. La partie qui pourrait s'épanouir dans un environnement différent, dans un autre contexte. Jung a vu cela chez d'innombrables patients, des personnes qui arrivaient à son cabinet, flétries.
épuisées, déconnectées d'elles-mêmes, des âmes éteintes. Et dans la plupart des cas, il y avait une relation toxique. Au centre de cet épuisement, un lien destructeur. Ce n'était pas toujours une relation de couple. Parfois, c'était un parent, un père, une mère, un enfant, un patron, un collègue, un ami, une amie. Mais le schéma était le même. Quelqu'un qui prenait plus qu'il ne donnait. Quelqu'un dont le comportement exigeait des explications constantes. Quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, finissait toujours par être justifié. Mais au fond, c'est quelqu'un de bien. Elle n'est pas toujours comme ça. Et la guérison commençait au moment où le patient cessait de justifier, rompait le cycle. Pas quand l'autre personne changeait. Ça arrivait rarement. Mais quand le patient récupérait son droit de voir la réalité, sans filtre, sans excuse, sans rationalisation, sans se mentir, c'est le pouvoir que tu as maintenant, ici, pas le pouvoir de changer les autres. Tu ne peux pas forcer les autres à changer, mais le pouvoir d'arrêter de distordre la réalité pour protéger ceux qui ne méritent pas cette protection, ceux qui abusent de ta gentillesse. Avant de terminer, je veux te poser une question importante. Combien de ces signaux as-tu reconnus dans ta propre expérience? Quel signal a résonné le plus profondément en toi? Quel a été le déclic, le moment de prise de conscience? Partage-le dans les commentaires, pas pour exposer ta vie privée. Garde ce qui est intime, mais parce que lorsque tu articules ton expérience, lorsque tu la mets en mots, tu lui enlèves une partie de son pouvoir sur toi. Tu brises le charme, et aussi parce que ton histoire peut aider quelqu'un d'autre à reconnaître ce qu'il, elle, ne peut pas encore voir, à briser ses propres chaînes. Rappelle-toi, ce n'est pas de la faiblesse d'avoir justifié l'injustifiable. C'est une réponse humaine universelle à des situations impossibles, un mécanisme de défense face à l'adversité. Mais maintenant que tu sais comment fonctionne ce mécanisme, la question est, qu'est-ce que tu vas faire de cette connaissance? Quel chemin vas-tu choisir? Continuer à construire le château de justification? Fortifier ta prison? Ou commencer pierre par pierre à le démanteler, te libérer, enfin, la décision, comme toujours, t'appartient, c'est ton choix. Mais au moins maintenant, tu la prends, les yeux ouverts, en pleine conscience.